Sa Majesté, la reine Cersei, croyait que l'amour de son compagnon était absolu. Elle avait tort. Lorsque sa trahison l'a brisée et qu'elle a fui la vie qu'elle considérait autrefois comme son foyer, elle a trouvé le réconfort dans les bras d'un autre homme. Mais le roi Alpha qui l'avait brisée ne voulait pas la laisser partir. Car certains hommes ne veulent que ce qu'ils ne possèdent plus. Elle ne le savait pas encore. Pour l'instant, elle était nerveuse, car elle n'avait pas vu son mari et compagnon Euron, le roi Alpha, depuis 22 jours. Elle les avait comptés un par un. Ils n'avaient jamais été séparés aussi longtemps, leur lien exigeant proximité et intimité. Leur retrouvaille imminente la rendait étrangement nerveuse, comme si elle sentait déjà que quelque chose allait mal tourner. Peut-être à cause de toutes les rumeurs qu'elle avait entendues mais refusait de croire. Euron, son compagnon, l'homme qui l'aimait malgré ses défauts, l'alpha qui avait fait d'elle sa reine malgré son absence de loup, ne s'égarerait pas, ne la tromperait pas. Son amour pour elle, Cersei en était certaine, était absolu. Et pourtant, elle s'arrêta dans l'embrasure de la porte, lissant de ses mains légèrement tremblantes la soie dorée de sa robe. « Il m'aime », se dit-elle. « Il m'a choisi. Rien d'autre n'a d'importance. » Grâce à leur lien, elle pouvait le sentir clairement maintenant, assez près pour que la chaleur fleurisse dans sa poitrine. Il était heureux, si merveilleusement, si radieusement heureux que son propre sourire lui semblait inévitable. « J'ai été idiote de m'inquiéter », pensa-t-elle en poussant les portes sculptées. « Les rumeurs ne sont rien. Il est simplement... » Le sourire s'éteignit sur ses lèvres. Euron était assis à leur table, resplendissant dans son velours bordeaux foncé. Mais en face de lui, sur la chaise qui était restée vide pendant 22 jours interminables, se trouvait une femme dont la simple présence semblait voler l'oxygène de l'air. Lady Riva, le premier amour d'Euron, plus belle que dans ses souvenirs. Son parfum frappa Cersei comme un coup de poignard entre les côtes. Car même sans le don de métamorphose, son sang de métamorphe lui conférait des sens trop aiguisés pour avoir pitié. Et il était clair que le muscle d'Euron collait à la peau de Riva comme une revendication. « Ah, ma reine !» La voix d'Euron exprimait une joie sincère lorsqu'il se leva de sa chaise. Ses mains enserrèrent son visage avec une tendresse familière, et son baiser se posa doux et chaud sur sa joue. « Chérie, j'étais sur le point de t'envoyer chercher. Tu arrives toujours au bon moment. » Son bras se glissa autour de sa taille avec une aisance acquise par l'habitude. « Tu te souviens de Lady Riva, bien sûr ?» demanda-t-il. Comment aurait-elle pu oublier la femme qu'Euron avait aimée avec la dévotion passionnée de la jeunesse? Riva inclina la tête avec la déférence parfaite due à une reine. « Votre Majesté, » sourit-elle, « quel plaisir de vous revoir. » Les mots étaient impeccablement corrects, mais derrière eux se cachait une assurance qui fit serrer la poitrine de Cersei d'une angoisse indéfinissable. L'attention d'Euron se porta immédiatement sur Riva, tout son corps s'orientant vers elle comme une fleur suivant le soleil. Il tira sa chaise avec le soin attentionné habituellement réservé au cristal le plus fragile. « Attention, ma chère, vous ne devez pas vous surmener dans votre état. » Ses grandes mains flottaient protectrices près de ses épaules. « L'enfant a besoin d'une alimentation adéquate et vous avez été beaucoup trop modeste au sujet de votre appétit. » La fierté rayonnait de lui comme la chaleur d'une forge, traversant leur lien avec une intensité qui faisait fléchir les genoux de Cersei. Il en rayonnait, transformé par elle, plus vivant qu'elle ne l'avait vu depuis des mois. « Félicitations pour votre grossesse, Dame Riva, » dit-elle, déconcertée par la réaction de son compagnon. Le sourire de Riva était la grâce même. « Merci, Votre Majesté. C'est un honneur qui dépasse les mots. » En effet. Euron s'installa dans son fauteuil, les yeux rivés sur le visage de Riva, puis il annonça la nouvelle comme s'il discutait de la météo. « L'enfant est le mien, bien sûr, le nôtre, vraiment. Le tien et le mien, Cersei. » Le cœur de Cersei fit un bond. « Je suis désolé, qu'avez-vous dit ?» demanda-t-elle, détestant la faiblesse de sa voix. Grâce à leur lien, elle pouvait sentir la joie immense d'Euron à l'idée de partager ce qu'il considérait clairement comme la plus merveilleuse nouvelle imaginable. Il n'y avait ici aucune tromperie, aucune culpabilité ni honte pour troubler son bonheur, seulement de la fierté et une profonde gratitude envers Riva. « Je sais que cela doit être bouleversant, » continua-t-il d'une voix douce. « Mais Riva a très gentiment accepté de faire ce que vous ne pouvez pas faire, pour le bien du royaume.
Elle nous donnera un air fort et sain, un soleil avec le sang changeant nécessaire pour assurer notre lignée. Sa voix prit le ton de l'admiration chaleureuse habituellement réservée aux grands actes d'héroïsme lorsqu'il se tourna vers Riva. Elle a tant sacrifié pour notre bonheur, dit-il. Malgré sa noble naissance et ses propres perspectives de mariage avantageux, elle a accepté d'être ma maîtresse officielle, afin de nous aider à remplir notre devoir sacré envers le royaume. La main de Riva se posa de manière protectrice sur le ventre arrondi. Je ne veux que ce qu'il y a de mieux pour le royaume, votre majesté, et pour votre bonheur, vous voyez? Auron serra plus fort la main de Cersei. Elle comprend ce que cela signifie, quel cadeau cela représente pour nous deux. Vous nous aiderez à l'élever, bien sûr. Il sera nôtre à tous les égards. Notre fils, notre héritier, l'avenir dont nous avons toujours rêvé, mais que nous pensions impossible. Son sourire était radieux. Grâce à la générosité de Riva, nous pouvons enfin avoir la famille que nous avons toujours voulu. Une famille? Cersei retira sa main. Puis-je vous parler? En privé? Demanda-t-elle sèchement. Les sourcils d'Auron se froncèrent, première ombre à assombrir son humeur radieuse. Tout ce que vous avez à dire au sujet de notre héritier doit être dit devant sa mère. La réprimande était douce mais ferme, prononcée avec le ton d'un roi rappelant à un sujet le protocole à respecter. Il fit un geste vers Riva. Elle qui a rendu ce miracle possible. Nous lui devons tous deux notre plus profonde gratitude, ma chérie. La marque d'affection tomba entre eux comme une pierre dans une eau calme. Je sais que c'est soudain, votre majesté, et peut-être difficile à accepter, dit Riva. Mais j'espère qu'avec le temps, nous pourrons même devenir amis. Pour le bien de l'enfant, à défaut d'autre chose. Cersei resta bouche bée, car à ce moment précis, le lien qui l'unissait à son compagnon choisit de trahir tous les secrets qu'Auron pensait garder. Ils envahirent l'esprit de Cersei, des images qu'il ne savait pas qu'il partageait. Rêva sous lui dans les draps émêlés, criant son nom. Ses mains, les mêmes mains qui touchaient Cersei avec une douceur attentive et dévouée, cartographiant les courbes de Riva avec une faim désespérée. Et à travers tout cela, son désir. Pas l'affection patiente et attentive qu'il montrait à sa femme, mais la faim brute et dévorante d'un homme totalement et irrémédiablement amoureux. Cersei halta, le son s'échappant de sa gorge comme un sanglot, et trébucha en arrière jusqu'à ce que le mur de pierre retienne ses épaules. La pièce tournait, la lumière du matin était soudain trop vive. Le mélange de satisfaction et de revendication était trop épais dans sa gorge. Cersei? Auron se leva de sa chaise. Les mots moururent dans sa gorge. Excusez-moi. Elle se retourna et quitta la pièce d'un pas mesuré et précis, comme une femme qui se souvenait encore comment être une reine. Chaque pas résonnait sur le sol en pierre qui lui semblait soudain étranger. Elle passa devant les portraits des rois et des reines qui avaient réussi à assurer la pérennité de leur lignée sans briser le cœur de leurs épouses. Ce n'est que lorsque les portes sculptées se refermèrent derrière elle qu'elle se mit à courir. Elle traversa les jardins où les fleurs s'épanouissaient en rangées parfaites et ordonnées, en direction de la forêt sauvage au-delà, où elle pourrait peut-être retrouver suffisamment d'air pour respirer à nouveau. Derrière elle, portée par le lien qu'elle ne pouvait ni rompre ni fuir, venait la voix d'Auron. « Chérie, où vas-tu? Reviens. Nous devons discuter des dispositions à prendre pour la nurserie. » Il n'était ni inquiet ni coupable. Il était simplement perplexe, avec la légère confusion d'un homme qui ne comprenait pas pourquoi quelqu'un pouvait être contrarié par des dispositions aussi raisonnables, voire généreuses. C'est ainsi que, courant à travers les arbres et sanglotant comme une enfant punie, la reine Cersei réalisa que son compagnon, l'autre moitié de son âme, ne l'avait jamais aimé. Pas comme elle l'aimait. Alors qu'elle s'enfonçait dans la forêt sauvage, elle ne savait pas qu'elle courait autant vers quelque chose que loin de quelque chose. Que dans l'ombre entre les arbres l'attendait un amour différent. Un amour qui ne la verrait pas comme une reine brisée, mais comme une femme pour laquelle il valait la peine de se battre. Et elle ne pouvait imaginer que lorsqu'elle trouverait enfin la paix dans des mains douces et des yeux honnêtes, son compagnon viendrait chercher ce qu'il avait rejeté. Chapitre 1. Les jambes de Cersei lâchèrent quelque part entre le chêne centenaire et le ruisseau, à des kilomètres des murs du palais, et plus profondément dans la forêt qu'aucune reine n'aurait dû s'aventurer. Sa poitrine brûlait à chaque respiration. Elle n'arrivait pas à y croire. Cela ne pouvait pas être vrai.
La soie saphir de sa robe, la préférée d'Oran, était maintenant déchirée, accrochée aux épines et tachée de sève. Au-dessus d'elle, un oiseau appelait sa compagne, d'une voix claire et douce, et Cersei se demanda si les oiseaux étaient jamais infidèles. Une maîtresse, son mari, son compagnon, l'homme qu'elle aimait, avait pris une maîtresse, l'avait mise enceinte, et il n'était même pas désolé. Le lien vibrait entre ses côtes comme une corde pincée, transportant son contentement à des kilomètres de distance. Il était toujours heureux. « Mon amour, où es-tu? » Sa voix flottait à travers leur connexion avec une légère curiosité. « Reviens. Ne sois pas dramatique. » Elle enfonça ses ongles dans la terre jusqu'à ce qu'elle s'agglutinent sous eux. Dramatique? Son compagnon avait invité une tierce personne dans leur union, et c'était elle qui était dramatique. Quelque chose à l'intérieur de sa poitrine commença à se fissurer le long de lignes qui semblaient inévitables, comme si cette rupture attendait depuis des années le moment propice. Tous ces sourires prudents lorsque les médecins de la cour secouaient la tête. Toutes ces douces assurances que sa valeur ne se mesurait pas à ses airs. « Cersei, tu te comportes comme une enfant », entendit-elle Arryn lui dire dans son esprit. « Rentre à la maison. Nous en parlerons. » Cette condescendance lui donnait mal aux dents. Comment osait-il? Comment osait-il prendre une autre femme dans son lit et ensuite la regarder comme si elle était déraisonnable? Une branche craqua dans les sous-bois. Cersei leva la tête et réalisa que la lumière avait changé. Des ombres s'accumulaient entre les arbres, et les chants joyeux des oiseaux avaient laissé place au bruissement des créatures qui préféraient l'obscurité. Le sol de la forêt sentait la pourriture et la nouvelle végétation, les choses qui vivaient et mouraient sans la permission de personne. Une autre branche craqua, plus près. Quelque chose de gros se déplaçait dans les broussailles avec une patience délibérée. Le loup émergea de l'ombre comme un cauchemar incarné, massif et couvert de cicatrices, avec des yeux jaunes qui ne reconnaissaient pas son humanité. Un loup solitaire, sauvage. Il avait faim. Elle pouvait le sentir aussi. Le désespoir aigu qui rendait tout prédateur 2 fois plus dangereux. Depuis combien de temps n'avait-il pas mangé? Cersei recula précipitamment, ses jupes de soie s'en mêlant tandis que ses paumes raclaient les pierres et les racines. Le loup la suivait à pas mesurés. Cersei vit sa mort dans ses yeux jaunes, rapide si elle avait de la chance. Elle n'avait jamais réussi à se transformer. Et sauvage ou non, le renégat pouvait probablement le deviner. Elle était à des kilomètres du palais. Personne ne viendrait la sauver. La bête bondit et la bête de Cersei répondit. Une puissance qu'elle n'avait jamais connue se précipita dans ses veines qui lui semblèrent soudain trop petites. Ses os se mirent à craquer comme du petit bois sec. Sa colonne vertébrale s'étira dans un craquement qui résonna dans ses dents. La douleur était totale, accablante, une symphonie d'agonie qui chassa toute autre pensée. C'était ce qui lui avait été refusé toute sa vie, cette violente transformation. Ses muscles se déchirèrent et se reformèrent. Son crâne se remodela, et de la fourrure jaillit de sa peau qui n'avait connu que la soie. Elle n'était plus humaine lorsque ses pattes touchèrent le sol de la forêt. Le loup sauvage s'arrêta brusquement, la faim remplacée par la confusion. Elle grogna, et le son qui sortit de sa gorge était purement animal. La rage s'exprimait dans un langage plus ancien que les mots. Être trahi par son compagnon était une humiliation suffisante pour une journée. Cersei ne mourait pas seule dans ces bois. Ils tournèrent l'un autour de l'autre dans la lumière déclinante. Le renégat était plus grand, plus lourd, mais il était sauvage. Son intelligence était émoussée, et elle était plus rapide. Quand il bondit à nouveau, elle n'était plus là. Elle esquiva et contourna ses attaques, mais le renégat était rusé. Quand elle se précipita vers la gauche pour éviter ses mâchoires, il pivota plus vite qu'elle ne l'avait prévu. Ses dents se refermèrent sur sa patte avant droite avec une force écrasante et elle hurla. Elle hurla, un son qu'aucune gorge humaine ne pouvait produire, et le renégat la relâcha, peut-être surpris par le son, ou peut-être satisfait d'avoir fait couler le sang. Sa patte pendait, inutile. Lorsqu'elle essaya de s'appuyer dessus, ses jambes se dérobèrent et elle s'écroula sur le sol de la forêt. Le renégat recommença à tourner autour d'elle, prenant son temps cette fois. Elle n'était plus une proie susceptible de s'échapper. Elle était de la viande, attendant d'être réclamée. Mais l'odeur de son sang ne trahissait pas seulement une blessure. Il portait le muscle d'un alpha,
la signature chimique complexe d'un individu marqué par le prédateur suprême de ce royaume. Les instincts de la créature sauvage s'affrontaient, la faim contre la prudence. La prudence l'emporta. Avec un dernier grognement de frustration, le loup se fondit dans l'ombre, la laissant seule avec sa douleur et l'humiliation d'avoir encore besoin de son compagnon, malgré sa trahison et malgré sa première transformation. Chapitre 2. Bronn se faufila dans la forêt, son arc en bois serré dans ses mains moites, suivant la piste des cerfs jusqu'au ruisseau où papa avait installé les pièges à lapins. Son estomac gargouillait si fort qu'il aurait pu effrayer n'importe quel gibier digne d'être chassé, mais il ne pouvait rien y faire. Il n'y avait pas eu de pain au petit déjeuner, juste du porridge à queue, car Roslyn avait mangé le dernier morceau du pain de la veille. Les pièges étaient à nouveau vides. Ils l'étaient depuis 3 jours, et le visage de papa prenait cette expression crispée qu'il arborait lorsque la bourse était trop légère et que l'hiver semblait trop proche. Bronn avait 8 ans, presque 9, assez grand pour comprendre qu'un homme et un garçon ne pouvaient pas faire le travail qu'un homme et une femme faisaient avant la mort de maman. C'est alors qu'il entendit des gémissements. Ils provenaient de près de l'eau, doux et entrecoupés, le son qu'émet un animal lorsqu'il souffre trop pour se soucier de rester silencieux. Lorsqu'il s'approcha furtivement, l'arc à moitié levé, il découvrit quelque chose qui lui coupa le souffle. Un loup gisait effondré près du ruisseau, sa fourrure blanc argentée maculée de saleté et de sang séché. Il était magnifique, même blessé. La plus belle chose que Bronn ait jamais vue, à part sa maman. « Tout va bien », murmura Bronn en s'accroupissant. « Je ne te ferai pas de mal. » Les oreilles du loup se dressèrent à sa voix, mais il ne tenta pas de s'enfuir. Peut-être était-il trop faible, ou peut-être lui faisait-il confiance. « Es-tu l'un d'entre eux ?» demanda Bronn. « Peux-tu me comprendre ?» Il savait que son roi était un métamorphe capable de se transformer en loup et que d'autres parcouraient ses terres. Mais non, la bête se serait transformée pour lui parler. C'était juste un loup. De près, il pouvait voir à quel point elle était maigre sous sa fourrure couverte de saleté. Une de ses pattes avant était enflée et ensanglantée, et ses flancs se soulevaient et s'abaissaient au rythme de sa respiration superficielle. « Tu as faim, n'est-ce pas ?» dit-il en cherchant son paquet repas. Juste du pain et du fromage dur, mais les yeux du loup suivaient ses mouvements. « Je sais ce que c'est. » Il tendit le pain sur sa paume, essayant de ne pas laisser sa main trembler. Le loup hésita, puis se pencha en avant et prit la nourriture avec précaution entre ses dents. Il mangea comme s'il était affamé, mais doucement, sans jamais s'approcher de ses doigts. « Ne t'inquiète pas, » murmura Bronn. « Je vais t'aider. Je reviendrai demain avec plus de nourriture, d'accord ?» Le loup pencha la tête comme s'il comprenait chaque mot. Bronn dormit à peine cette nuit-là. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait ses yeux sombres et intelligents, et la façon dont le loup l'avait regardé, comme s'il était la première personne gentille qu'il rencontrait depuis très longtemps. Il se leva avant l'aube et enveloppa les restes de viande de lapin dans un tissu propre. Il n'y en avait pas beaucoup. Papa était prudent avec les portions, mais c'était mieux que rien. Le loup était exactement là où il l'avait laissé, recroquevillé sous les racines d'un saule. « Tu es toujours là, » dit Bronn, le soulagement envahissant sa voix. « Je t'ai apporté ton petit déjeuner. » Cette fois, le loup se releva péniblement en le voyant, favorisant sa patte blessée, mais parvenant à avancer en boitant. Sa queue remua timidement, et Bronn eut l'impression qu'on lui avait offert le soleil. « Tu es différent des autres loups, » dit Bronn en s'installant sur un tronc d'arbre tombé pendant que son nouvel ami mangeait. « Papa dit que les loups sont dangereux, mais toi, tu ne l'es pas. Tu es juste blessé et effrayé. » Après avoir mangé, le loup s'approcha au lieu de s'éloigner furtivement. Bronn resta immobile tandis qu'il reniflait sa main tendue. Sa fourrure était plus douce que tout ce qu'il avait jamais touché. « Je m'appelle Bronn », murmura-t-il en caressant le loup entre les oreilles. Le loup émit un petit bruit, comme s'il essayait de répondre. « Ma maman est morte quand Roslyn est née », continua Bronn. Le loup leva les yeux avec son regard sombre et compréhensif, et Bronn aurait pu jurer qu'il l'écoutait vraiment. Au 3e jour, Bronn avait établi une routine. Des visites le matin avant l'aube, des visites le soir après le dîner, toujours avec de la nourriture volée dans leur maigre réserve. Le loup reprenait des forces, il pouvait désormais marcher sans boiter, et il avait commencé à suivre Bronn dans la forêt lorsqu'il partait en exploration.
Quelqu'un te manquait aussi, n'est-ce que pas, murmura-t-il, et le loup pressa son museau contre sa main, comme pour acquiescer. Le plus difficile était de garder le secret à la maison. Où disparais-tu tous les jours? Demanda papa au dîner, son regard perçant ne manquant rien. Je fais juste des explorations, marmonna Bron. Comme tu m'as dit que je pouvais le faire. La forêt n'est pas un endroit sûr pour un garçon seul, surtout ces derniers temps. Le cœur de Bron fit un bond. Papa était-il au courant pour le loup? Je fais attention, dit-il rapidement. Je reste près du ruisseau. Rosalind intervint. Bron a un secret. Arrête! Rétorqua Bron en lui donnant un petit coup de pied sous la table. Le regard de papa s'aiguisa. Quel genre de secret? Ce n'est pas un secret, dit Bron, le visage en feu. Rosalind fait juste l'idiote. Mais papa le surveilla pendant le reste du repas, et Bron passa la nuit à se demander combien de temps il pourrait continuer à mentir à la personne qu'il aimait le plus au monde. La réponse s'avéra être un jour de plus. Le 4e matin se leva clair et froid, avec de la brume suspendue entre les arbres. Bron se glissa hors de la maison comme d'habitude, emportant du porridge froid et de la viande séchée. Le loup l'attendait à leur lieu de rendez-vous habituel, remuant la queue lorsqu'il le vit. « Bonjour, mon garçon, » dit Bron. « J'ai apporté... » Bron. Ce simple mot, prononcé de la voix calme et menaçante de papa, le fit se figer. Son père se tenait à 6 mètres de lui, son arc de chasse prêt, les yeux fixés sur le loup qui se tenait immobile à côté des jambes de Bron. « Éloigne-toi du loup, » dit-il à Bron d'une voix d'un calme mortel. Lentement. Maintenant. Chapitre 3. Cersei entendit la voix avant de voir l'homme, grave et autoritaire, tranchant dans la brume matinale. Il émergea des arbres comme un personnage de ballade, grand et large d'épaules, avec une force tranquille qui venait d'années de dur labeur plutôt que d'un droit de naissance. Son arc de chasse était levé, une flèche encochée et pointée directement vers son cœur. « Éloigne-toi du loup, » dit-il à Bron. Lentement. Maintenant. Il avait peur, elle le comprenait. Pas pour lui-même, mais pour son fils. Tous ses instincts lui criaient de courir, mais sa patte blessée ne pouvait supporter son poids, et Bron se tenait entre elle et le danger qui approchait, tel un petit bouclier courageux. « Papa, non !» commença Bron, mais la voix de son père claqua comme un coup de fouet. « J'ai dit bouge, Bron !» La terreur émanait d'eux par vagues qu'elle pouvait sentir. Cersei prit sa décision. Elle se releva péniblement, malgré la douleur qui lui transperçait la patte blessée, et se plaça entre l'homme et Bron. Si quelqu'un devait être abattu aujourd'hui, ce serait elle. « Éloigne-toi de mon fils, » dit l'homme. « Ah oui, ok. »« Papa, il n'est pas dangereux. » La voix de Bron se brisa sous l'effet des larmes. « C'est mon ami. C'est un animal sauvage, » rétorqua l'homme. « Il n'est pas sauvage, » insista Bron. « Il écoute. Il écoute depuis des jours. » « Des jours? » L'attention du père se porta sur son fils. « Tu viens ici depuis des jours? 4 jours, » répondit Bron doucement. « Je lui ai donné à manger. » Il était blessé. La colère commença à disparaître du visage de l'homme lorsqu'il vit sa patte blessée. Il baissa son arc et s'approcha lentement, toujours prudent, mais sans plus la considérer comme une menace. Cersei s'efforça de rester immobile. « Bron, » dit l'homme après un moment, « ton loup est une fille. Quoi? Elle, pas lui. C'est une femelle. » Il s'accroupit près de sa patte blessée. « Infectée, » murmura-t-il. « Il faut la nettoyer et l'abander. » Il leva les yeux vers Bron. « Elle a survécu grâce à ce que tu lui as apporté? »« Oui, papa. Elle devrait être plus agressive que ça. » Désespérée. Son regard croisa à nouveau celui de Cersei, et elle y vit une lueur de compréhension. Il se doutait de quelque chose, pensa-t-elle. Il soupçonnait sa nature. Il voyait qu'elle était trop intelligente pour être un loup normal. « On peut la garder ?» demanda Bron, la voix pleine d'espoir. « S'il te plaît, papa. On ne garde pas les animaux sauvages, mon fils, mais elle est blessée, elle a besoin de nous. » Cersei observa le conflit se jouer sur le visage du père, la responsabilité luttant contre la compassion. Elle savait qui l'emporterait. Les hommes choisissaient toujours le devoir au final. Mais il la surprit. « Nous allons l'emmener dans la remise, » dit-il. « Pas dans la maison. » Le cri de joie de Bron lui fit siffler les oreilles. « Le temps qu'elle guérisse, » ajouta l'homme d'un ton ferme. « Ensuite, elle retournera dans la forêt. » Ah, temporairement, bien sûr. L'histoire de la vie de Cersei. Le père revint avec une charrette en bois rudimentaire.
Doucement, murmura-t-il en la soulevant avec précaution. Ça va faire mal. Cersei se raidit lorsqu'elle fut prise dans les bras de cet homme, mais sa prise était ferme sans être oppressante. Il remarqua sa tension. Je sais, dit-il doucement. On y est presque. Il lui parlait comme si elle pouvait comprendre, ce qui était le cas. Mais il n'en était pas certain. Bronn marchait à côté de la charrette, bavardant à propos de tout ce qu'elle verrait à la maison. « Tu vas adorer, ma fille. Nous avons Rosalind, c'est ma petite sœur, et papa fait un bon ragoût. » Son attention était fixée sur l'homme qui tirait la charrette, sur la façon prudente dont il contournait les racines et les pierres. Il était gentil, pensa-t-elle, surprise. Elle n'avait pas connu beaucoup d'hommes gentils. La petite maison qui apparut était petite mais bien entretenue, avec un jardin en mauvais état et un poulailler. L'homme tira la charrette jusqu'à un petit hangar séparé de l'écurie. « La remise à chevaux est pour Bramble », expliqua-t-il en ouvrant la porte pour révéler un espace sec qui sentait les copeaux de bois et le foin. « Tu auras la remise à outils. » Il dégagea rapidement un espace, posa des couvertures propres avant de la soulever de la charrette. « Là, tu seras plus au chaud que dans la forêt. » Puis il attrapa une corde et le monde de Cersei bascula. Non, pas une autre cage, une autre chaîne, un autre rappel qu'elle était une propriété à enfermer. Elle grogna avant de pouvoir se retenir, reculant en montrant les dents. L'homme se figea. « Hé, dit-il doucement en lui montrant la corde. Du calme, je suis désolé, vraiment. Mais je ne prendrai pas le risque que vous blessiez mes enfants. » Il s'approcha lentement et passa la corde autour de son cou. « Je sais que vous n'aimez pas ça, dit-il, et l'excuse dans sa voix était sincère. » Cersei émit un son qui était à mi-chemin entre un grognement et un ricanement. L'homme s'arrêta et la fixa du regard. « Vous venez de vous moquer de moi? » Elle détourna rapidement le regard, essayant de paraître innocente. C'est alors que la porte s'ouvrit brusquement et que le chaos fit irruption sous la forme d'une fillette de 3 ans aux boucles sauvages et à la joie intrépide. « Toutou !» cria-t-elle en se jetant sur Cersei. « Rosalind, non !» s'écria le père en se tournant vers sa fille, mais elle avait déjà enroulé ses petits bras autour du cou de Cersei. Gros toutou, toutou tout doux. L'odeur de l'enfant était celle de l'innocence pure, du soleil, du lait et de la vie elle-même. Quelque chose au plus profond de la poitrine de Cersei se brisa, et son instinct de loup surgit. « Protège-la », lui disait-il. À travers le lien, la voix d'Oron choisit ce moment pour s'immiscer. « Où es-tu, Cersei? J'ai besoin de toi. Reviens vers moi. » La douleur familière se fit sentir et Cersei gémit malgré elle. « Chut !» murmura la petite fille en serrant ses bras autour d'elle. Un simple réconfort venant d'un petit être humain qui ne savait pas qu'il tenait une reine dans ses bras. Cersei sentit son cœur se briser et guérir simultanément. Chapitre 4. Les jours qui suivirent s'installèrent dans une routine qui était à la fois une bénédiction et un tourment. Linus, car c'était le nom de cet homme, Cersei l'avait entendu dire par un visiteur, autorisait les visites supervisées des enfants. Bronn lui faisait la lecture tous les matins. Rosalind apportait des fleurs et du thé à la boue que Cersei supportait avec une grâce patiente. Linus lui-même apportait de la nourriture 2 fois par jour et vérifiait la guérison de sa patte avec des mains qui grandissaient. Les yeux de ses enfants étaient méfiants. Les enfants t'aiment déjà. Bronn en particulier. Il marqua une pause. Il n'avait pas été aussi heureux depuis la mort de sa mère. Cersei dressa l'oreille. Ses enfants n'avaient pas de mère. Ils avaient besoin de quelqu'un pour s'occuper d'eux, pour les aimer, pour... Pas toi, se rappela-t-elle fermement. Tu n'es que temporaire, et tu n'es qu'un loup pour eux. Mais ce sentiment ne s'estompa pas. C'est la nuit que le véritable tourment commençait, lorsque la famille rentrait et la laissait seule. C'est à ce moment-là que la voix d'Oron résonnait le plus fort dans son esprit. « Cersei, où es-tu? Je te cherche partout. J'ai envoyé des gardes dans tous les coins du royaume. Tu me manques. Notre lit est froid sans toi. Reviens-moi, mon amour. » Le lien la tiraillait avec un impératif biologique. Retourne auprès de ton compagnon. Accepte ta place. Cesse de lutter contre ce que tu es. Mais alors, sa voix changeait, prenant le ton raisonnable qui était devenu son cauchemar. Pense à notre enfant, Cersei, l'héritier. Tu es égoïste. Tu inquiètes la pauvre Riva. Notre enfant? Cersei ricana. Son enfant. Avec Riva. L'héritier qui aurait dû être le sien, grandissant dans le ventre d'une autre femme.
La rage l'envahit devant la possessivité désinvolte de sa voix mentale, et elle se mit à faire les 100 pas dans la petite remise, autant que la corde le lui permettait. C'est ainsi que Linus la trouva une nuit, alors que sa détresse était apparemment audible depuis la maison. « Je t'ai entendu, dit-il doucement. Qu'y a-t-il? » Il s'approcha prudemment, posa la lanterne et s'agenouilla à côté d'elle. « Ton père? » demanda-t-il. « Ça fait mal. » Elle s'efforça de rester immobile, se concentrant sur lui plutôt que sur le lien. Ses mains étaient douces comme toujours lorsqu'il examina sa blessure, chaude et présente d'une manière qui rendait l'attraction lointaine de son compagnon moins urgente. « Ça guérit bien, » murmura-t-il, « mieux que prévu. » Au lieu de partir, il s'installa, le dos appuyé contre un poteau, assez prêt pour lui offrir du réconfort, mais pas trop prêt pour ne pas se l'envahir. « J'espère au moins que ça guérit bien, » dit-il doucement. « Ma femme était une experte. Elle m'a appris à soigner les animaux blessés. Elle s'asseyait avec eux, comme ça, jusqu'à ce qu'ils se calment. Sa voix portait le poids d'un vieux chagrin, et le cœur de Cersei se serra pour lui. Elle s'appelait Agnès. Elle était morte 2 ans auparavant, en donnant naissance à Rosalind. » Cersei se surprit à se pencher vers lui, attiré par sa volonté de partager sa perte. « Vous comprenez tout ce que je dis, n'est-ce pas? » dit-il doucement. « Ce n'était pas vraiment une question. Vous ne seriez pas une métamorphe par hasard? » Son cœur s'arrêta de battre. Elle pensait qu'il avait cessé de la soupçonner. « Si c'était le cas, dit-il lentement, ce serait le moment idéal pour reprendre forme humaine. » Cersei grimaça intérieurement. Elle le voulait. Dieu! Comme elle voulait reprendre forme humaine pour tout lui raconter. Mais malgré tous ses efforts, son corps refusait d'obéir. La forme de loup qui lui avait sauvé la vie la retenait désormais prisonnière. Il attendit patiemment, guettant le moindre signe de changement, puis soupira lorsque rien ne se produisit. « Je suppose que non, dit-il en riant. « Bien sûr que non. Tu te serais déjà transformé. » Le cœur de Cersei se serra de culpabilité. Elle le voulait, mais elle ne pouvait pas. Linus sourit, gentiment, sans condescendance, et se leva pour partir. « Peu importe ce que tu es, lui dit-il en se retournant à la porte, tu es en sécurité ici. » Lorsque ses pas s'estompèrent et qu'elle se retrouva seule avec les ombres vacillantes, Cersei se blottit dans les couvertures douces qu'il lui avait fournies. La voix d'Orin avait disparu. Pour l'instant. Chapitre 5. 3 semaines s'étaient écoulées depuis que Linus l'avait ramenée chez elle dans sa charrette de bois rudimentaire, et Cersei avait appris le rythme de leur vie aussi sûrement qu'elle avait autrefois connu les cloches cérémonielles qui marquaient les heures du palais. L'aube apportait Bronn et ses histoires. Midi signifiait la visite de Rosalind. La petite fille lui parlait des fleurs et des soirées passées en famille, les voix s'échappant de la maison tandis qu'elle était attachée dans sa cabane. Sa patte ne lui faisait plus mal lorsqu'elle s'appuyait dessus. L'infection avait complètement disparu et elle aurait donc dû partir depuis longtemps, planifier sa prochaine action. Toutes les pensées logiques le lui disaient. Si les soldats d'Oron la trouvaient ici, quand ils la trouveraient, qu'adviendrait-il de Linus et de ses enfants? Et puis, il pensait qu'elle n'était qu'une louve. Un loup intelligent, peut-être, mais toujours un animal. Il n'avait aucune idée qu'il partageait leur maison avec une reine qui avait autrefois commandé des serviteurs et siégé au Conseil d'État. Mais chaque matin, lorsqu'elle se réveillait au son des pas impatients de Bronn, chaque après-midi, lorsque Rosalind pressait des fleurs sauvages contre sa fourrure, l'idée de partir lui arrachait le cœur. Aujourd'hui, tout semblait comme les autres jours. Linus était parti avant l'aube avec un sac rempli de fourrures d'hiver à vendre au marché du village, promettant de revenir avant la tombée de la nuit. Bronn avait été chargé de fendre l'énorme pile de bois que son père avait ramenée à la maison la veille, et Cersei somnolait donc près de la porte ouverte de sa remise, la chaleur du soleil hivernal sur sa fourrure, écoutant le rythme régulier du travail du garçon. Il était fort pour ses 8 ans, mais c'était un travail d'adulte, et le voir lutter avec des charges trop lourdes pour ses épaules fit naître en elle un sentiment féroce et protecteur. Son petit, pensait-elle à présent, même si elle essayait de se reprendre avant que ce sentiment dangereux ne s'enracine. Rosalind jouait à proximité, construisant des villes élaborées à partir de bâtons, de boue et d'imagination. « Regarde, Toutou !» appela-t-elle en brandissant une tarte à la boue particulièrement impressionnante. « C'est pour toi. » La queue de Cersei se mit à remuer avant qu'elle ne puisse l'en empêcher. La joie de l'enfant était contagieuse, pure d'une manière qui faisait passer les intrigues du palais pour des jeux d'enfants cruels.
Ici, il y avait de l'amour sans calcul, de la loyauté sans prix. Ici, il y avait un petit chiot qui avait besoin d'être protégé, qu'elle reconnaisse ce sentiment ou non. Le bruit de petits pas changea de direction et Cersei dressa l'oreille, soudainement attentive. Rosalind s'éloignait de son air de jeu. « Jolie, jolie !» s'exclama-t-elle, et Cersei ouvrit un œil pour voir la petite fille tituber vers le tas de bois où Linus rangeait ses outils. La grande hache était plantée dans une souche, son manche usée par des années d'utilisation, et parfaitement positionnée pour que de petites mains puissent l'atteindre. La lumière du soleil se reflétait sur le tranchant de la lame, la faisant briller comme un bijou. « Brillante !» souffla Rosalind en se mettant sur la pointe des pieds pour enrouler ses petits doigts autour du manche en bois. Cersei se leva avant même d'avoir eu le temps de réfléchir, la corde se tendant contre son cou alors qu'elle atteignait l'extrémité de sa laisse. « Rosalind !» cria Bronn à travers la cour. Le temps ralentit comme du miel, tandis que Cersei regardait la hache commencer à basculer. Le visage confus de Rosalind se tourna vers le haut, ne comprenant pas pourquoi cette jolie chose tombait vers elle. À travers le lien qui était resté heureusement silencieux pendant des jours, la voix d'Auron s'abattit dans son esprit comme un coup de poing. « Ne te dévoile pas. Reste caché, » ordonna-t-il. Le lien l'attirait avec une force biologique, exigeant son obéissance, mais Rosalind était sa petite, celle qu'elle devait protéger, et rien ne l'arrêterait. Cersei referma le lien comme on ferme une porte. La transformation se produisit alors qu'elle sautait, ses os craquant et se remodelant dans une agonie familière, sa fourrure se dissolvant en une peau pâle alors qu'elle heurtait le sol de ses genoux humains, ses mains nues se refermant sur le manche de la hache pour la tordre sur le côté et l'éloigner du visage de Rosalind. L'élan les emporta toutes les deux dans un enchevêtrement de membres, le dos de Cersei heurtant la terre battue, tandis que Rosalind roulait en toute sécurité sur elle. « Madame ?» demanda-t-elle, regardant avec confusion l'étrangère qui était apparue à la place de sa chienne. Cersei essaya de sourire, même si elle soupçonnait que cela ressemblait davantage à une grimace. Sa gorge était irritée, sa voix inutilisée depuis des semaines, mais elle parvint à articuler d'une voix rauque. « Tout va bien, ma petite. Tu es en sécurité. Rosalind. » Le cri paniqué de Bronn précéda son arrivée de quelques secondes. Le garçon s'arrêta net lorsqu'il vit que ce n'était pas sa sœur qui était en danger, mais une femme nue qui la tenait au milieu de leur cour. Son visage passa de la confusion à une fureur protectrice. « Qui êtes-vous » demanda-t-il en tendant les mains tremblantes vers Rosalind. « Lâchez-la !» Cersei relâcha immédiatement l'enfant. « Où est mon loup » demanda Bronn. La question lui brisa le cœur. Ce garçon l'avait aimé, l'avait nourri et lui avait fait de la lecture, et l'avait traité avec une affection pure qu'elle n'avait jamais connue. « Je suis ton loup » répondit Cersei. Bronn fronça les sourcils. « Impossible, dit-il. Ton roi est un métamorphe, n'est-ce pas ?» demanda Cersei doucement, en se redressant lentement. Bronn fronça les sourcils. « Oui. » Et alors, elle soutint son regard. « Moi aussi, » expliqua-t-elle. Elle observa la compréhension se dessiner sur son jeune visage comme le lever du soleil. « Ton, » souffla-t-il, incapable de terminer sa phrase. « Je suis ton loup, » dit simplement Cersei. « Et je suis aussi ta reine. » Chapitre 6. Une heure s'était écoulée depuis que le monde avait basculé, et Cersei était assise en tailleur sur le sol de la chaumière, vêtue d'une robe qui appartenait à une femme décédée. Bronn l'avait sortie sans hésiter du coffre de sa mère, le visage solennel, conscient de l'importance d'offrir quelque chose de précieux à quelqu'un qui en avait besoin. « Alors, tu es vraiment le loup ?» demanda-t-il pour la troisième fois depuis qu'elle s'était transformée. « Oui, Bronn, c'est vraiment moi, » répondit Cersei. « Et tu es vraiment la reine ?»« Oui. » Des pas lourds retentirent sous le porche, et Bronn tourna brusquement la tête vers la porte. « Papa est rentré, » dit-il. Le cœur de Cersei se mit à battre à tout rompre lorsque la porte s'ouvrit et que Linus entra, s'arrêtant net sur le seuil. Le sourire détendu qui illuminait son visage s'évanouit lorsqu'il découvrit la scène impossible qui se déroulait devant lui. Une femme étrange était assise sur son sol, vêtue de la robe de sa femme décédée, et jouait avec ses enfants. « Papa !» Bronn se précipita vers son père. « Elle a sauvé Rosalind de la hache et elle est magique. » La main de Linus se porta instinctivement vers le couteau à sa ceinture, ses yeux perçants et évaluateurs balayant la pièce. Cersei pouvait sentir la montée soudaine d'adrénaline,
la fureur protectrice d'un père qui pensait que ses enfants étaient en danger. « Qui êtes-vous » demanda-t-il. « C'est notre loup, papa » insista Bronn. « C'est une métamorphe. Elle s'est transformée pour sauver Rosalind. » Linus baissa les yeux vers sa fille, son expression s'adoucissant légèrement devant sa joie évidente. Mais lorsque son regard se posa à nouveau sur Cersei, la méfiance assombrit encore ses traits. « Bronn, ordonna-t-il, emmène ta sœur à l'étage. »« Tout de suite. »« Mais papa. »« Tout de suite. » Son ton ne souffrait aucune discussion. Le visage de Bronn s'assombrit, mais il prit docilement Rosalind dans ses bras et se dirigea vers l'échelle menant au grenier. Lorsque leurs pas se furent éloignés, Linus resta debout, le corps raide de tension. « Depuis le début, dit-il, sa voix toujours teintée de méfiance. Qui êtes-vous? » Cersei prit une inspiration, essayant d'ignorer la colère qui transparaissait encore dans son odeur, sous les notes familières de fumée de bois et de pine. « Je m'appelle Cersei, de la maison Nellum. Je suis une loup-garou, même si pendant la majeure partie de ma vie, je n'ai pas pu utiliser mes pouvoirs. La première fois que j'ai réussi à me transformer, c'était il y a près d'1 mois, et je suis resté coincé sous cette forme jusqu'à... » Elle hésita, ne sachant pas comment expliquer. « Jusqu'à... » insista Linus. « Rosalind était en danger. Je suppose que la peur m'a aidé à reprendre ma forme initiale. » Elle le regarda droit dans les yeux. « Si j'avais pu me transformer plus tôt, je l'aurais fait. Je voulais te le dire, mais je... »« Pourquoi es-tu resté ?» l'interrompit Linus. « Tu n'es pas un animal. Cela ne devait pas être confortable pour toi de dormir dans une remise. » Le reproche subtil dans ses mots la fit grimacer. « Les enfants, dit-elle. Je m'y suis beaucoup attachée et je n'ai nulle part où aller. » Sa confession sembla le surprendre. Sa posture rigide se détendit légèrement. « Non ?» demanda-t-il en s'installant prudemment dans son fauteuil. « Pourquoi pas? Mon compagnon, il... » Elle se mordit la lèvre. « Il m'a fait du mal, alors je suis parti. » Le changement chez Linus fut immédiat et prononcé. « Il t'a frappé ?» demanda-t-il, les mots tranchants, avec une fureur à peine contenue. « Non, il ne me ferait jamais de mal physiquement. Nous sommes liés. » Linus fronça les sourcils. « Liés. J'ai l'impression que cela implique quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Lui et moi partageons un lien spirituel. Ses émotions sont les miennes, et les miennes sont les siennes. Ma douleur est sa douleur. Il ne me ferait donc pas de mal physiquement. Cela lui ferait autant de mal qu'à moi. Il... » Les yeux de Linus cherchaient dans les siens. « Mais il t'a fait du mal, dit-il doucement. » Cersei resta silencieuse pendant un long moment. « Il a pris une maîtresse, dit-elle, les mots jaillissant de sa bouche, pour lui donner un enfant. Parce que comme je ne pouvais pas me transformer, il craignait que mes enfants ne puissent pas le faire non plus. » Les larmes coulèrent alors, et elle pressa ses mains contre son visage, mortifié. « Je suis désolé, Pendant un instant, Linus resta figé, clairement déchiré entre 2 instincts contradictoires. Puis, lentement, il se leva et alla chercher de l'eau et une couverture. « Ne t'excuse pas, » dit-il doucement. « Je ne comprends tout simplement pas ce qu'il y a de si terrible à ne pas pouvoir se transformer. » Cersei ricana à travers ses larmes. « Tu ne comprendrais pas? Tu es humain. Pour les loups, le rang est tout. Nous répondons à l'autorité, et l'autorité vient du fait d'avoir un loup puissant. Euron est le roi. Son incapacité à se transformer serait... » « Attends. » Linus leva la main. « Votre compagnon est le roi? » Cersei marqua une pause, réalisant son erreur. « Oh, oui. » Linus pâlit. « Cela ferait donc de vous... »« La reine, oui, » confirma Cersei. Pendant un long moment, il se contenta de la fixer du regard. « La reine, » répéta-t-il d'une voix creuse. « La reine de tout le royaume dormait dans ma remise à outils. » Voyant son choc évident, Cersei s'empressa de le rassurer. « Tu ne savais pas que j'étais la reine et ta remise était... très bien. » Linus lui lança un regard à la fois incrédule et teinté d'humour noir. « Ce que je veux dire, dit Cersei, c'est que je n'avais nulle part où aller. J'ai choisi de rester, remise ou pas. » Cela sembla apaiser Linus. « Je suis désolé, dit-il simplement. Reine ou pas, métamorphe ou pas, personne ne mérite d'être trahi par la personne qu'il aime. » Les larmes revinrent, et cette fois, lorsqu'il ne fit rien pour la réconforter, elle comprit que c'était par respect pour son espace plutôt que par rejet. « Je ne sais pas quoi faire, admit Cersei. Je ne sais pas comment survivre seul.
J'ai été reine toute ma vie d'adulte. Elle le regarda avec une vulnérabilité évidente. Et j'ai peur. Le lien est calme maintenant. J'ai réussi à le fermer quand je me suis transformé pour sauver Rosalind, mais je ne sais pas s'il restera fermé. Et si je le revois et que je suis trop faible pour lui dire non? Linus l'observa un moment. Il resta silencieux pendant un long moment, le regard fixé sur le feu. « Tu peux rester ici, dit-il finalement. Cersei releva brusquement la tête, surprise. « Jusqu'à ce que tu aies pris ta décision, ajouta-t-il. Tu peux rester ici, avec nous. » Avant qu'elle n'ait le temps de protester, il poursuivit, sa voix devenant plus forte, plus assurée à chaque mot. « Tu as sauvé la vie de ma fille aujourd'hui. Et avant cela, tu as rendu mon fils plus heureux qu'il ne l'avait été depuis la mort de sa mère. Tu as été gentil avec mes enfants, et cela compte plus pour moi que les titres, la politique ou les rois. » Il se cala dans son fauteuil. « Je ne peux pas te promettre que tu seras en sécurité. Si le roi vient te chercher, je connais le risque, dit rapidement Cersei. Je ne t'en voudrais pas si... Je n'ai pas fini. Son ton était doux mais ferme. Si le roi vient, nous verrons cela le moment venu. Mais d'ici là, tu es la bienvenue ici. Aussi longtemps que vous le souhaitez. » La chaleur qui envahit sa poitrine, elle était si étrangère après des mois d'amour conditionnel qu'il lui fallut un moment pour la reconnaître comme de l'espoir. « Merci, murmura-t-elle. « Eh bien, vous êtes la reine, dit Linus avec un regain de humour. Je ne peux pas vraiment vous refuser l'asile, n'est-ce que pas? Oh, bien sûr, je peux m'arranger pour vous payer. C'était une blague, votre Altesse, dit Linus, les yeux pétillants. Elle sourit à ces mots, puis « Cersei », corrigea-t-elle. Il la regarda avec ce sourire doux. « Reine ou pas, dit-il, vous êtes une invitée ici. Tout de même, dit-elle, je me rendrai utile. Je peux aider à la maison. Je sais que vous le ferez, dit-il. Et il y avait quelque chose de chaleureux dans sa voix qui lui inspirait un sentiment de sécurité et d'appartenance. Les enfants seront ravis que vous restiez. Cela a été difficile pour eux de grandir sans mère. Quelque chose passa alors entre eux. De la compréhension, un besoin mutuel, le début timide d'un partenariat. Deux personnes brisées qui pourraient s'aider mutuellement à guérir. Chapitre 7. Un mois plus tard, Cersei aidait une petite fille à empiler des blocs pour former des tours qui défiaient à la fois la gravité et le bon sens architectural. « Plus haut, maman! Fais la haute! » s'exclama Rosalind. Ce nom lui serrait encore le cœur d'une joie intense et d'une terreur plus profonde. Comme ça, elle ajouta un autre bloc avec un soin exagéré, et elles retinrent toutes deux leur souffle, tandis que la tour vacillait mais tenait bon. Rosalind poussa un cri. À la table près de la fenêtre, Bronn était penché sur ses lettres, la langue tirée en signe de concentration. « Cersei, comment épelles-tu dragon déjà ?» demanda-t-il. Elle s'assit à côté de lui, épelant lentement, le regardant former chaque lettre avec des traits soignés. « Tu me raconteras encore l'histoire du dragon avant de dormir ?» demanda-t-il. « Si ton papa est d'accord. »« Papa aime aussi tes histoires, » dit Bronn. « Je le vois parfois écouter depuis le seuil de la porte. » Cersei sentit une chaleur lui monter au cou à l'idée que Linus se tenait dans l'ombre, l'observant avec ses enfants. Hier matin, elle l'avait surpris en train de faire exactement cela, ses yeux sombres, adoucis par quelque chose qui ressemblait à de l'émerveillement. « Vous êtes très patiente avec lui, votre Altesse, » avait-il dit, avec cette gentille formalité qui la réchauffait et la frustrait à la fois. « Combien de fois dois-je te demander de m'appeler Cersei ?» avait-elle répondu. Son sourire avait été penaud. « Au moins une fois de plus, votre Altesse. » Ce souvenir lui donna des papillons dans le ventre. Il y avait quelque chose dans sa façon de le dire. Prudent, respectueux, comme s'il protégeait une distance invisible entre eux. L'obscurité était maintenant totale dehors, et l'inquiétude la rongeait avec une urgence croissante. Linus aurait dû être rentré depuis des heures. Elle mit les enfants au lit avec des histoires et des caresses, mais son attention restait fixée sur la porte vide. Quand enfin un mouvement se produisit sous le porche, ce n'était pas la démarche assurée qu'elle espérait. Cersei ouvrit la porte et trouva Linus assis sur les marches, son arc oublié à côté de lui et une bouteille serrée dans ses mains. L'odeur âcre de l'alcool flottait dans l'air froid. Linus, il sursauta et leva les yeux, le regard vague. Quand il parla, sa voix était rauque à cause de l'alcool et de quelque chose de plus profond. « Cersei, tu vas bien? » Ces mots avaient la précision prudente d'un homme qui essayait de ne pas bredouiller.
J'allais te poser la même question. Moi? Non, je vais bien. Il fit un geste vague en direction de la forêt. J'avais juste besoin d'air. Son regard se posa sur la bouteille et il suivit de son regard avec une grimace. Ah oui, il la posa avec un soin exagéré. Ce n'est pas mon meilleur moment. Sans y être invitée, elle s'assit à côté de lui sur les marches. Le froid transperçait sa robe en laine, mais elle l'ignora. Ce n'est pas ton genre. Non, dit-il avec un rire dépourvu d'humour. Ce n'est pas mon genre. C'est l'anniversaire, dit-il finalement, la voix brisée, de la mort d'Agnes. 3 ans aujourd'hui, Cersei sentit son cœur se serrer de compassion. La plupart du temps, je vais mieux, continua Lénus, l'alcool lui déliant la langue. Même bien. Ses yeux rencontrèrent les siens au clair de lune. Surtout ces derniers temps, les enfants sont heureux. La maison est à nouveau chaleureuse. Il fit une pause. Une pause, mais aujourd'hui, elle me manque. Tu es gelé, dit-elle en lui tendant la main. Entre. Il vacilla légèrement en se levant, alors elle s'approcha. Sa main se posa sur sa taille, soi-disant pour garder l'équilibre, mais ses doigts s'attardèrent là même lorsqu'il eut retrouvé son équilibre. Reste stable, murmura-t-elle, consciente de la chaleur solide de son corps pressé contre elle. À l'intérieur du cottage, elle le poussa vers le grand fauteuil près du feu. Assieds-toi, dit-elle, tu as besoin de chaleur. Elle m'alla chercher des couvertures dans le coffre, et lorsqu'elle revint, elle le trouva en train de suivre chacun de ses mouvements avec une admiration qui était loin d'être subtile. Tiens, elle lui tendit la couverture, mais au lieu de la prendre, il lui attrapa la main et la tira doucement. Restez ici. Avant qu'elle n'ait pu trouver une raison de refuser, elle se retrouva assise sur le tapis épais à ses pieds, ses doigts glissant dans ses cheveux noirs. Magnifique, murmura-t-il si doucement qu'elle faillit ne pas l'entendre. Une chaleur envahit son cou. Vous avez été très gentil avec moi, Votre Altesse, dit-il, sa main glissant de ses cheveux pour lui caresser la joue. Je vous ai demandé de m'appeler Cersei, dit-elle, essayant de ne pas laisser transparaître sa douleur dans sa voix. Je sais, mais je préfère ne pas le faire. Et pourquoi pas? Demanda-t-elle, le cœur battant plus fort. Pour ne pas oublier qui vous êtes. Cersei se raidit. Ce que je suis. Lénus se pencha alors, amenant son visage à la hauteur du sien, suffisamment près pour qu'elle puisse sentir la chaleur de son souffle contre ses lèvres. Une belle royale, murmura-t-il, la voix rauque de désir. Bien au-dessus de ma condition, elle comprit, et avec cette compréhension, vint un vertige de soulagement. Vous me trouvez belle? Souffla-t-elle. Elle vit ses pupilles se dilater, tandis que ses joues s'empourpraient. Regarde-toi, dit-il doucement. Tu rougis. Sa voix était empreinte d'émerveillement. C'est très charmant, Votre Altesse. La main posée sur son visage descendit pour suivre la ligne de sa mâchoire, puis plus bas pour effleurer sa lèvre inférieure. Est-ce à cause de moi? Demanda-t-il en souriant. Son odeur changea alors complètement, le confort familier de la fumée de bois et de la terre se transformant soudainement en une faim indéniable. Elle ne put réprimer le doux son qui s'échappa de sa gorge, mi-gémissement, mi-plainte. « Cersei !» souffla Linus, et c'était la première fois qu'il utilisait son nom sans y être invité. Lorsqu'il se pencha lentement depuis sa chaise, ses mains encadrant son visage, elle se mit à genoux pour le rencontrer. Leurs lèvres se rejoignirent dans un baiser qui commença doucement et interrogativement, mais qui, en quelques battements de cœur, devint désespéré et avide. Elle se retrouva tirée vers le haut, guidée entre ses cuisses écartées, jusqu'à ce qu'elle soit pressée contre le dossier de la chaise, son corps s'ajustant au sien comme si elle avait toujours été là. « Mon Dieu, Cersei !» gémit-il contre ses lèvres. Ses lèvres quittèrent les siennes pour longer sa mâchoire, et elle haleta, la tête renversée en arrière pour lui donner un meilleur accès. « Tu es si douce !» murmura-t-il contre sa gorge. Ses mains se glissèrent sous sa chemise, ses paumes à plat contre la peau chaude de son torse. Il émit un son grave, mi-grognement, mi-supplication, et soudain, sa bouche se posa à nouveau sur la sienne, plus exigeante cette fois. C'était ce dont elle avait rêvé sans même le savoir, ce sentiment d'être désirée. Elle se noyait dans les sensations lorsqu'il s'écarta pour la regarder, les yeux vitreux et le regard vague. « Tu es belle, marmonna-t-il, les mots se bousculant alors qu'il se penchait à nouveau vers elle. La réalité la rattrapa, la bouteille vide sur le porche, le chagrin qui l'avait poussé à boire. « Attends !» souffla-t-elle contre ses lèvres. « Linus, peut-être qu'on devrait… »
On devrait quoi? Murmura-t-il en essayant de la rapprocher de lui. Il est ivre, il est en deuil, il n'est pas lui-même. Nous ne pouvons pas, dit-elle plus fermement. Je ne peux pas Kant. Son visage se décomposa un bref instant, puis il la libéra de ses genoux. Tu as raison, dit-il doucement. Bien sûr que tu as raison. À quoi pensais-je? C'était une idée terrible, dit-il en se levant de sa chaise. Tu n'as été que gentil, dit-il en reculant vers le couloir. Avec moi, avec mes enfants et moi. J'en ai profité. J'ai eu tort. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire, tenta-t-elle. Pardonnez-moi, Votre Altesse. Le ton formel était de retour, un mur construit de culpabilité et de convenance. J'ai besoin de dormir pour me remettre de cette soirée. Il se retourna et disparut dans le couloir en direction de sa chambre. Elle entendit sa porte se fermer dans un léger clic, la laissant seule près du feu mourant, les lèvres gonflées et le cœur battant contre ses côtes comme un oiseau pris au piège. Chapitre 8. Cersei avait mal dormi, si l'on pouvait appeler sommeil les heures agitées passées à fixer le plafond, tandis que son corps se souvenait du goût de la bouche de Linus et du poids de ses mains dans ses cheveux. Il l'avait désiré, elle l'avait senti, elle l'avait ressenti dans la façon désespérée dont sa bouche s'était déplacée contre la sienne. Elle se leva avant que les enfants ne se réveillent, les mains légèrement tremblantes, et alluma le feu pour faire bouillir de l'eau pour le thé. Peut-être l'embrasserait-il à nouveau, sobre et délibérément, et pourrait-elle enfin respirer librement pour la première fois depuis des semaines. La porte de sa chambre s'ouvrit dans un léger grincement, et Linus entra dans la pièce principale. Cersei retint son souffle en le voyant. « Bonjour, Votre Altesse, dit-il d'une voix soigneusement neutre, tout en enfilant ses bottes. Ces mots la frappèrent comme une douche froide. « Votre Altesse, pas Cersei. »« Bonjour, parvint-elle à dire, scrutant son visage à la recherche d'un signe, d'embarras, de regret, voire d'une reconnaissance de ce qu'ils avaient partagé. Mais son expression était un masque d'indifférence polie. Il se leva et attrapa son sac de chasse. « Merci pour le petit déjeuner, dit-il, bien qu'elle n'ait encore rien préparé d'autre que l'eau qui fumait dans la bouilloire. Je devrais vérifier les pièges avant que les enfants se réveillent, ajouta-t-il en se dirigeant déjà vers la porte. Le temps semble changer et je veux voir ce que la nuit a apporté. Puis il disparut, la porte se refermant derrière lui avec une douce finalité. Elle fixa la porte fermée jusqu'à ce que sa vision se brouille, puis se força à bouger. Les enfants allaient bientôt se réveiller et attendre leur repas du matin. Mais tandis qu'elle s'affairait, coupant le pain, remuant le porridge, son esprit tournait à toute vitesse. Avait-il oublié? L'alcool pouvait effacer les souvenirs. Peut-être ne se souvenait-il pas d'avoir tracé le contour de ses lèvres avec son pouce, ni de l'émerveillement dans sa voix lorsqu'il l'avait qualifiée de belle. S'il ne se souvenait de rien, alors il n'y avait pas de malaise à gérer. Mais au lieu d'être soulagée, elle avait l'impression d'avoir perdu quelque chose de précieux avant même d'avoir su qu'elle le possédait. Et pire encore, que se passerait-il s'il se souvenait de tout et s'en moquait tout simplement? Lorsqu'il revint enfin, bien après-midi, son sac était lourd de lapin. Il lui fit un signe de tête polie, la remercia d'avoir veillé sur les enfants, mais évita son regard. Ce soir-là, ils s'assirent pour dîner comme ils l'avaient fait chaque soir depuis qu'elle était venue séjourner chez eux. Mais la chaleur facile avait disparu, remplacée par une politesse prudente. « Dormez bien, Votre Altesse, dit-il, le titre comme une lame entre eux. » Le schéma se répéta le lendemain et le surlendemain. C'est Bronn qui finit par exprimer ce qu'ils ressentaient tous. « Êtes-vous en colère l'un contre l'autre? » demanda-t-il un soir. « Toi et papa? Nous ne sommes pas en colère, mon chéri. » Mais même en prononçant ces mots, elle savait qu'ils étaient un mensonge. Une colère brûlante et amère montait en elle. Pas à cause de ce qui s'était passé entre eux, mais parce qu'ils choisissaient de faire comme si rien ne s'était passé. Elle était reine, bon sang. Elle avait commandé des armées avant de le connaître, et maintenant elle était là, réduite à un enfant timide attendant des miettes d'attention. Le point de rupture survint le lendemain. Linus était revenu de la ville avec des provisions. « Votre Altesse, où dois-je stocker le grain supplémentaire? » demanda-t-il sans lever les yeux. Ce mépris désinvolte déclencha quelque chose qui couvait en elle depuis des jours. « Au même endroit que d'habitude, » rétorqua-t-elle sèchement. Il s'interrompit. « Vous ne vous sentez pas bien? » Cette prévenance polie fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Elle posa son couteau avec plus de force que nécessaire. «
Oh, je vais bien, dit-elle, les mots assez tranchants pour couper. Ils restaient en debout dans silence, l'air chargé d'une tension inexprimée. Votre Altesse, commença-t-il, mais elle l'interrompit d'un hochement de tête sec. Ne m'appelez pas ainsi. Elle se tourna vers la porte, mais sa voix l'arrêta. Où allez-vous? Dehors, dit-elle sans se retourner. Cersei, attente, mais elle avait déjà attrapé sa cape et poussait la porte pour sortir dans l'air froid du soir. La forêt l'accueillit avec ses murmures familiers. Ici, elle pouvait admettre la vérité qu'elle cachait même à elle-même. Elle était amoureuse de Linus, mais il ne partageait pas ses sentiments. Lorsqu'elle trouva la hache de rechange que Linus avait laissée planter dans une souche, Cersei la retira avec plus de force que nécessaire. Le premier coup fit vibrer ses bras, la lame s'enfonçant profondément dans le bois pâle avec un bruit sourd satisfaisant. Toute sa frustration se déversa dans ce seul coup. Thunk! Sa stupidité. Combien de fois allait-elle se faire cela? Thunk! Tomber amoureuse d'un autre homme qui ne voulait pas d'elle. Elle fendit la bûche avec une précision féroce, chaque coup atterrissant exactement là où elle le voulait. Ses mains commençaient à se couvrir d'ampoules, mais elle appréciait cette douleur. Le vide lancinant dans sa poitrine s'avérait bien plus tenace. L'insécurité montait dans elle comme un poison, cette voix familière qui lui murmurait qu'elle n'était pas à la hauteur. Soudain, une voix familière résonna dans sa tête. Cersei. Elle se figea, la hache levée au-dessus de sa tête. Non, non, pas maintenant. Je ressens ta douleur, mon amour, dit Oren dans son esprit. Le lien qui était resté silencieux pendant des semaines s'enflamma soudainement. Va-t'en, grogna-t-elle à voix haute en abattant la hache. Tu souffres, murmura-t-il. Rentre à la maison. Laisse-moi te réconforter. Quoi qu'il se soit passé là-bas, continua Oren. Quoi que cet homme ait fait pour te blesser, tu n'as pas ta place là-bas, ma chérie. Ta place est avec moi. Elle frappa plus vite, plus fort, essayant de noyer sa voix. Mais le lien était désormais ouvert et... Cersei. Le cri transperça son rythme machinal comme une lame. Elle se retourna vers le son, la hache toujours levée, et trouva Linus qui avançait à grands pas dans les broussailles. « Qu'est-ce que tu crois faire, bon sang? » demanda-t-il. « Tu saignes. » Elle ne baissa pas la hache. « Je vais bien, dit-elle, la voix rauque à cause des larmes qu'elle retenait. « Retourne à la maison. »« Certainement pas. » D'un mouvement fluide, il s'avança et attrapa la hache en plein élan, ses grandes mains se refermant sur les siennes qui tenaient le manche. « Tu vas te blesser, » dit-il doucement. « Je suis une métamorphe. » Les mots sortirent amers, dédaigneux. « Je guérirai vite. » Elle essaya de se dégager, mais son étreinte était de fer. « Lâche-moi. »« Qu'est-ce qui ne va pas? » demanda Linus en scrutant son visage. « Cersei, qu'est-ce qui ne va pas? » Elle cessa alors de se débattre et resta immobile dans son étreinte, tandis que toute sa rage et sa douleur remontaient à la surface pour l'étouffer. « Tu m'as embrassé, » l'accusa-t-elle. « Tu m'as embrassé, Linus. » Son visage pâlit, mais il ne lâcha pas ses mains. « Tu m'as dit que j'étais belle, » continua-t-elle, les mots jaillissant comme du sang d'une blessure. « Tu me désirais. » Je pouvais le sentir. « Et puis tu... » Sa voix se brisa. « Tu as fait comme si rien ne s'était passé. » Tu t'en souviens seulement? La question était crue et désespérée. Linus la fixa longuement. Je m'en souviens, dit-il doucement. Ce simple aveu la frappa plus durement que n'importe quelle explication élaborée. Alors tu le regrettes, dit-elle, la gorge serrée. Bien sûr que oui, répondit Linus. Elle se figea dans ses bras. Elle s'y attendait, elle s'était préparée à cette réponse. Mais l'entendre, comment pourrais-je ne pas le regretter? Continua Linus, la voix rauque d'angoisse. « Tu es une reine, Cersei. » Il s'approcha, suffisamment pour qu'elle puisse sentir la chaleur qui se dégageait de son corps. « Je ne suis pas assez présomptueux, » dit-il en la fixant du regard, « pour me croire digne d'une reine. » Un pas de plus les amena presque poitrine contre poitrine. « Surtout, » ajouta-t-il, la voix tombant à un niveau à peine supérieur à un murmure, « surtout si cette reine, c'est toi. » Elle le regarda bouche bée, incapable de comprendre ce qu'elle entendait. « Je ne suis plus une reine, dit-elle. Je ne suis qu'une femme que tu as embrassée et... » Elle ne put terminer. Les mots étaient trop forts, trop dangereux, trop proches d'un aveu qu'elle n'était pas prête à faire. Le visage de Linus s'assombrit lorsqu'il la vit pleurer. Ses mains lâchèrent les siennes pour remonter le long de ses bras jusqu'à ses épaules,
avant de se poser sur son visage avec une douceur qui fit battre son cœur. Pardonne-moi, murmura-t-il, de t'avoir embrassé alors que je n'en avais pas le droit et de t'avoir quitté. Il se pencha vers elle jusqu'à ce que leurs fronts se touchent et, ajouta-t-il, son souffle chaud contre ses lèvres, de faire comme si cela ne s'était jamais produit alors que je n'ai cessé d'y penser depuis, alors que je ne peux m'empêcher de recommencer. Elle ne put réprimer le son qui s'échappa de sa gorge, mi-gémissement, mi-sanglot. Recommence, souffla-t-elle, non pas en demandant, mais en ordonnant avec toute l'autorité de la reine qu'elle avait été autrefois. Cersei, sa voix était tendue, retenant à peine les derniers lambeaux de sa maîtrise. Mais avant qu'aucun d'eux ne puisse franchir la dernière distance entre le désir et l'action, le craquement sec d'une branche cassée résonna dans la forêt. Ils se figèrent tous deux, toujours enlacés, mais soudainement alertés par le bruit de pas qui se rapprochaient, de nombreux pas, avançant au rythme discipliné de soldats entraînés. À travers les arbres, un éclair doré apparut, une armure captant la lumière de l'après-midi comme un phare. Puis un autre, et encore un autre, jusqu'à ce qu'une douzaine de gardes en livrée royale émergent de la forêt. Et à leur tête, grand, majestueux et incroyablement présent, marchait le roi Euron. Chapitre 9. Ses cheveux dorés reflétaient la lumière comme une couronne. Ses traits magnifiques exprimaient le soulagement et la joie lorsque ses yeux trouvèrent Cersei. Le lien entre eux surgit avec une telle force qu'elle eut le souffle coupé. « Te voilà, mon amour, » dit Euron en s'avançant vers elle d'un pas assuré. « Je t'ai enfin retrouvé. » Le choc de le voir ici, dans cet endroit qui était devenu son sanctuaire, laissa Cersei sans voix. Avant qu'elle n'ait pu réagir, Euron s'approcha et la prit dans ses bras. Le lien entre eux vibrait de satisfaction à leur proximité. « Qu'est-ce qui t'a pris, mon amour » murmura-t-il contre ses cheveux. « Comment as-tu pu me quitter? As-tu la moindre idée à quel point j'étais inquiet? » À travers le lien, elle ressentit une inquiétude et une préoccupation sincère, un soulagement si profond qu'il lui fit fléchir les genoux. « Je t'ai cherché partout, » continua-t-il. « J'ai envoyé des gardes dans tous les coins du royaume. » Elle s'écarta alors, reculant jusqu'à se trouver hors de sa portée. « Que fais-tu ici, Euron » demanda-t-elle. Il la regarda comme si elle lui avait demandé pourquoi l'eau était mouillée. « Je te cherchais, évidemment. » Son regard se posa avec dédain sur leur environnement. « Je ne viendrai pas jusqu'ici pour m'amuser. » Puis son attention se porta sur Linus avec un désintérêt poli. « Et qui est-ce » ajouta-t-il. « C'est Linus » répondit Cersei. « Lui et sa famille m'ont gentiment permis de rester chez eux. » Linus fit un signe de tête sec. « Votre Majesté » salua-t-il. « Oui » dit Euron en faisant un geste dédaigneux. « C'est très gentil. » Il se retourna vers Cersei comme si Linus avait déjà cessé d'exister. « Maintenant, nous pouvons enfin rentrer chez nous. » Un son échappa alors à Linus, quelque chose entre un ricanement et un rire, suffisamment amer pour que les deux membres de la famille royale le regardent vivement. « Oui, paysan » demanda Euron. « Tu as quelque chose à dire ?» L'expression de Linus ne changea pas, mais sa voix était délibérément froide. « Ce n'est pas à moi de parler, Votre Altesse. »« Non » acquiesça Euron avec satisfaction. « En effet. Cependant, poursuivit Linus, toujours sur un ton parfaitement neutre, si j'étais la reine, je dirais que c'est audacieux de votre part de supposer qu'elle souhaite vous accompagner où que ce soit. » La température dans la clairière sembla baisser de 10 degrés. Euron se figea, ses traits séduisants s'affûtant. « Laissez-nous, ordonna-t-il, et ses mots portaient tout le poids de l'autorité royale et de la domination alpha. Mais Linus resta exactement où il était, soutenant le regard du roi sans broncher. « Je ne pense pas, » dit-il calmement. Avant que la situation ne s'aggrave davantage, Cersei s'interposa entre eux. « Linus !» Sa voix avait l'autorité qu'elle avait acquise au fil des années passées à gérer la politique de la cour. « Laisse-nous, c'est une affaire privée. » Elle vit la douleur passer sur son visage, rapidement réprimée. « S'il te plaît, » dit-elle plus doucement. Il étudia son visage pendant un long moment. Puis il hocha la tête une fois, d'un geste net et décisif. « Je serai à la maison, » dit-il. Ces mots s'adressaient clairement autant à Euron qu'à elle, si tu as besoin de quoi que ce soit. Lorsque ses pas se furent évanouis dans la forêt, le masque de sérénité royale d'Euron se fissura légèrement. « Je n'arrive pas à croire que tu sois parti comme ça, » dit-il là. La voix sincèrement blessée, sans un mot.
sans explication. Tu as rompu notre lien si complètement que je ne savais même pas si tu étais en vie. L'accusation la piqua au vif, car elle contenait une part de vérité. À travers le lien, elle pouvait sentir l'écho de son angoisse, des jours et des nuits d'inquiétude. Je t'ai fait du mal. Les mots sortirent plus durs qu'elle ne l'aurait voulu. Tu ne penses pas que tu m'as fait du mal? Oron semblait sincèrement choqué. Comment ai-je... De quoi parles-tu? Ta maîtresse, dit Cersei, les mots ayant le goût de cendre. Ton enfant. Les exhiber tous les deux devant moi et s'attendre à ce que je sois reconnaissante de ce privilège. La compréhension apparut dans ses yeux dorés, suivie d'un soulagement. C'est vrai. Mais tout cela appartient au passé, Cersei. Il fit un geste de la main comme pour balayer un désagrément mineur. Tout cela est derrière nous. Ce rejet désinvolte lui fit serrer les mâchoires. Cela appartient au passé? Oui, bien sûr. Son sourire était radieux. Je l'ai senti, tu vois, à travers le lien quand il s'est rouvert. Ta transformation. Tu as réussi à changer, n'est-ce pas, ma chérie? Malgré tout, une fierté vacilla dans sa poitrine. Oui, la joie d'Oron fut immédiate et débordante. Avant qu'elle n'ait pu réagir, il s'était à nouveau approché d'elle et l'avait embrassée. Un rapide baiser qui avait le goût du triomphe. Oh, ma chérie, quel soulagement! Cela signifie que nous pouvons désormais concevoir normalement. Il y a une chance que nos enfants ne soient pas défectueux. Cersei se figea dans ses bras. Défectueux? Comme toi. Enfin, comme tu l'étais. Un autre geste désinvolte. Puis, voyant son expression, son visage s'adoucit en une affection indulgente. Oh, ne me regarde pas comme ça, mon amour. Tu sais que ton absence de loup ne change en rien mes sentiments pour toi. Surtout maintenant que je peux me métamorphoser, dit lentement Cersei. Oui, tout à fait. Tout sera parfait maintenant. Un nœud froid se forma dans l'estomac de Cersei. Je ne suis pas défectueuse, Oron. Je le sais, dit-il rapidement. Tu l'as prouvé maintenant. Non. Le mot sortit plus durement qu'elle ne l'avait voulu. Je n'avais rien à prouver. Je n'ai jamais été défectueuse. Oron gloussa d'un rire affectueux et indulgent. Eh bien, mon amour, on pourrait dire qu'un métamorphe qui ne peut pas se transformer est... Et qu'en est-il des humains de ton royaume? Interrompit Cersei. Sont-ils défectueux? Oron marqua une pause, visiblement confus. Pas défectueux, juste humain. Mais à travers le lien, elle sentit ce que ce mot signifiait pour lui. Inférieur. Oh, je vois ce qui se passe, soupira Oron. Il s'agit de ton paysan, n'est-ce pas? Avant qu'elle n'ait pu répondre, il poursuivit avec l'air d'un homme résolvant une énigme simple. Oui, j'ai senti votre désir pour lui à travers le lien. C'est assez grossier de votre part de ne pas mieux me protéger de cela. Cette critique désinvolte la frappa comme une gifle, comme vous avez protégé vos nombreuses nuits de passion avec Lady Riva. Je faisais mon devoir, rétorqua Oron, perdant son sang-froid. Et vous y preniez beaucoup de plaisir, répliqua Cersei. La justesse de la remarque se refléta sur son visage et il comprit qu'il avait dépassé les bornes. Son expression s'adoucit et il lui prit les mains avec une aisance acquise par l'habitude. Tu as raison, dit-il doucement. Je t'ai blessé et j'en suis désolé. Vraiment désolé. Considère Riva comme partie. Je la renverrai immédiatement de la cour. Débarrasse-toi de ton animal de compagnie humain et nous n'en parlerons plus jamais. Nous n'avons pas besoin d'eux, Cersei. Nous sommes le roi et la reine. Nos enfants seront parfaits. Je le sais. Il lui tendit la main, ses yeux dorés brillants d'un amour sincère. Je t'aime, Cersei. Laisse-moi te le prouver. Laisse-moi arranger les choses. Pendant un instant, elle faillit tendre la main vers lui. Le lien vibrait de sa sincérité, de son besoin désespéré de réparer les choses. C'était l'homme qu'elle avait épousé, celui qui lui offrait tout ce qu'elle avait toujours cru vouloir. Mais les mots résonnaient dans son esprit. Ton animal de compagnie humain, prononcé avec le même mépris désinvolte qu'il avait utilisé pour lui dire d'être reconnaissante envers Riva, comme si elle devait accepter tout ce qu'il disait parce qu'elle était inférieure. « Viendras-tu à la maison avec moi? » demanda Oron. Cersei fixa sa main tendue et vit tout ce qu'elle représentait. La sécurité, bien sûr. Une sorte d'amour. Un retour à la vie qu'elle avait connue. Le rôle pour lequel elle avait été formée. Il lui suffisait de l'accepter pour redevenir reine. Le silence s'étira entre eux, lourd de possibilités. Chapitre 10. La petite maison ne lui avait jamais semblé aussi petite qu'à cet instant, avec deux petits corps blottis contre elle et le poids de sa décision qui pesait sur eux trois. « Ne pars pas, maman.
Rosalind sanglotait, les mots étouffés contre l'épaule de Cersei. S'il te plaît, ne pars pas. Chaque répétition était comme un coup de poignard dans la poitrine de Cersei. Elle serra les deux enfants plus fort dans ses bras, respirant leur odeur familière. « Ce n'est pas pour toujours, murmura-t-elle. Je te le promets, mon petit amour. Nous nous reverrons. » Bronn s'écarta pour la regarder. « Quand » demanda-t-il. La gorge de Cersei se serra, incapable de répondre honnêtement qu'elle n'en savait rien. « Dès que possible, dit-elle, et elle le pensait de tout son cœur. Le bruit des chevaux à l'extérieur rompit le silence, le martèlement des sabots sur la terre battue, annonçant la fin du temps qui lui restait. À travers la fenêtre, elle pouvait voir Euron qui attendait avec une patience royale, et à côté de lui se tenait un autre cheval, scellé et prêt. Les enfants l'accompagnèrent jusqu'à la porte. Linus attendait près des chevaux, le visage soigneusement neutre, mais son odeur dégageait un sentiment de malaise qui fit gémir son loup de détresse. Elle aurait dû lui expliquer, l'avoir pris à part et lui avoir dit exactement pourquoi elle avait décidé de partir. Mais lorsqu'elle lui avait annoncé sa décision de retourner avec Euron, Linus s'était contenté d'acquiescer. Aucune protestation, aucune question, aucun signe indiquant que son départ lui importait. Il ne lui avait pas demandé de rester, et elle en avait assez de courir après des hommes qui ne la désiraient pas assez pour se battre pour elle. « Votre Altesse, dit Linus avec un bref signe de tête. Linus, elle lui rendit son signe de tête. Il s'avança et lui tendit la main pour l'aider à monter. « Bon voyage, dit-il, sans vraiment la regarder dans les yeux. » Avant qu'elle n'ait pu répondre, la voix de Rosalind fendit l'air matinal. « Ne pars pas, maman! » La petite fille tenta de courir vers le cheval, mais Bronn la rattrapa par la taille. « Merci, Linus, parvint à dire Cersei. Merci pour l'hospitalité que tu m'as témoignée. »« Oui, paysan, dit Euron en tirant sur les rênes. Merci pour les services que tu as rendus à ta reine. » La colère brilla dans les yeux de Linus. « Oh, tout le plaisir était pour moi, votre Altesse, rétorqua-t-il sèchement. Le pouls de Cersei s'accéléra malgré elle. « Vraiment, le défia-t-elle. » Linus croisa son regard pour la première fois depuis qu'elle avait annoncé son départ, et le cœur de Cersei fit un bond dans sa poitrine. Était-il attaché à elle? Pouvait-il ressentir ne serait-ce qu'une fraction de ce qui la déchirait? Absolument. Il respira, et cela ressemblait à une confession. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait au rythme de respiration prudente et mesurée, mais elle remarqua le léger tremblement de ses mains, la façon dont sa mâchoire travaillait comme s'il luttait contre des mots qui voulaient s'échapper. « Eh bien, marmonna Euron, il faut bien rentrer chez soi à un moment donné. Je suis toujours son compagnon, après tout. Mais un humain ne peut pas comprendre ce que cela signifie. » Linus se tourna pour faire face au roi. « Peut-être pas, concéda-t-il. En fait, un humain se demanderait, vu le peu qu'il comprend des liens de couple, comment on peut décider de tromper son partenaire pour concevoir un enfant avec un autre, puis le brandir comme un accomplissement sous le nez de son partenaire. » Le silence qui suivit fut assourdissant. « Eh bien, commença Euron, mais Cersei l'interrompit d'un geste brusque. « Cela ne vous regarde vraiment pas, » lança-t-elle à Linus, même si ses mots semblaient plus blessés qu'en colère. L'expression de Linus se durcit. « Non, je suppose que non, dit-il. Vous êtes la reine, après tout. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. » Ils se regardèrent fixement, séparés par un fossé qui semblait soudain plus large que des royaumes, et Cersei sentit quelque chose se briser dans sa poitrine devant le désir brut dans ses yeux. Elle était sur le point de se détourner quand on ne peut s'empêcher de se demander « Votre Altesse, dit Linus, comment une personne aussi extraordinaire, aimante et courageuse que vous a pu choisir de retourner auprès d'un homme qui n'a jamais compris le privilège qu'il avait d'être aimé par vous. » Cersei le regarda bouche bée. Son souffle se bloqua quelque part entre ses poumons et sa gorge. « Oh, c'est donc un privilège, n'est-ce pas? » couina-t-elle. « Oui, répondit simplement Linus. « Vous le pensez vraiment? » demanda-t-elle d'une voix faible et interrogative. Avant que Linus n'ait pu répondre, la voix exaspérée d'Euron trancha l'instant comme une lame. « Oh, bon sang !» s'écria-t-il. « Elle ne revient pas vers moi par amour, paysan. Elle revient pour finaliser notre divorce et surtout pour rompre notre lien devant le Grand Conseil. » Linus cligna des yeux, son regard passant d'Euron à Cersei, puis revenant sur Euron. « Pardon, quoi? » Il avait l'air complètement déconcerté. « Oui, confirma Cersei, le cœur battant à tout rompre. Je suis la reine.
Je ne peux pas simplement m'enfuir sans mettre fin légalement à notre union. De plus, un lien de couple entre membres de la famille royale doit être rompu devant des témoins compétents. Elle vit la confusion disparaître du visage de Linus, remplacé par quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Donc, même si j'ai déjà rejeté notre lien, ajouta-t-elle, il est de mon devoir royal de présenter mon cas et mes choix à la cour avant de pouvoir être libre de... Elle s'interrompit, soudainement intimidée par l'intensité du regard de Linus. Retourner vivre avec ton paysan, soupira Oron, l'air complètement exaspéré par toute cette situation. Cersei l'ignora, attendant que Linus dise quelque chose. Tu reviens, demanda-t-il finalement, d'une voix basse et prudente. Bien sûr que je reviens, répondit Cersei, essayant de paraître désinvolte alors que son cœur battait à tout rompre. Je n'abandonnerai pas les enfants. J'ai l'intention de leur rendre visite. Un soulagement se répandit sur le visage soigneusement composé de Linus, si profond qu'il était presque douloureux à voir. Les enfants seraient ravis de t'avoir, jura-t-il avec une ferveur excessive. Venez aussi souvent que vous le souhaitez, aussi longtemps que vous le souhaitez. Restez pour toujours, intervint Bronn derrière eux. Cersei sourit, malgré les larmes qui menaçaient de couler. Je ne voudrais pas être un obstacle, dit-elle. Avant qu'elle n'ait pu finir sa pensée, Linus était là, tendant la main pour l'aider à descendre de son cheval. Ses mains se refermèrent autour de sa taille avec une assurance qui trahissait une émotion à peine contenue, et soudain, elle glissa dans ses bras. À cette distance, elle pouvait sentir son odeur, et sous son parfum familier, le désir, le soulagement et une joie désespérée qui reflétait la sienne. « Je pensais que tu regrettais ce qui s'était passé entre nous », murmura-t-elle en croisant son regard. Linus eut l'air sincèrement choqué. « Seulement parce que je pensais avoir dépassé les bornes, que tu ne voulais pas... » commença-t-il. « Tais-toi, papa, tu vas tout gâcher. » La voix de Bronn coupa court à ce qu'il s'apprêtait à dire. « Oui, embrasse-la, papa! Embrasse-la! » ajouta Rosalind. Cersei et Linus éclatèrent de rire, brisant ainsi la tension qui régnait entre eux. Mais lorsque les rires s'éteignirent, ils étaient toujours là, enlacés, suffisamment proches pour qu'elle voie son regard se poser sur ses lèvres avec une envie indéniable. Lentement, lui laissant toutes les chances de se retirer, il prit son visage entre ses mains rugueuses. « Cersei » murmura-t-il. Puis ils s'embrassèrent tendrement, doucement, avec tous les mots qu'ils n'avaient pas pu se dire. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux haletants, elle entendit Bronn les acclamer en arrière-plan et Rosalind applaudir avec joie. « Je reviendrai, promit-elle, le front appuyé contre celui de Linus. Je reviendrai vers toi. »« J'attendrai, dit-il simplement. Nous serons tous là, à attendre ton retour, chez moi. » Ce mot s'installa dans sa poitrine comme une bénédiction. Elle l'embrassa à nouveau, rapidement et passionnément, essayant de mémoriser son goût pour l'emporter avec elle dans son voyage. À la fin de tout cela, elle serait libre de revenir ici, auprès de sa famille qui l'aimait telle qu'elle était. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié cette histoire. Si vous souhaitez découvrir davantage mon travail et suivre mes créations, vous pouvez me retrouver sur Patreon. J'y partage du contenu gratuit, notamment des articles de blog, des aperçus des histoires à venir et des fiches de personnages qui permettent de mieux comprendre mes personnages et leurs univers. Pour les membres qui choisissent de me soutenir, je partage également des écoutes sans publicité, des chapitres bonus et des histoires complètes exclusives que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Vous trouverez le lien dans la description si vous souhaitez y jeter un œil. Merci, comme toujours, pour votre soutien. Avec toute mon affection, Lily.